Salut à tous, c'est Anna. Aujourd'hui, on va pas parler de science directement, mais de ce qui permet aux astronomes de faire leur travail. Ou plutôt, de ce qui peut les en empêcher. Un des plus grands ennemis des astronomes, c'est la pollution lumineuse. Mais que faire quand cette pollution vient directement du ciel? Dans cet épisode, on va s'intéresser aux problèmes que peuvent causer les méga-constellations de satellites, comme le célèbre Starlink de Elon Musk. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Space Apéro. Une des particularités de l'astronomie, c'est qu'il n'est pas possible de faire des expériences pour étudier l'espace et tout ce qui s'y trouve. Le seul élément auquel on a accès, c'est le ciel et les images qu'on peut en prendre. Et à partir de ça, il faut pouvoir reconstituer la formation et l'évolution de l'univers et de tout ce qu'il compose. Alors c'est pas hyper simple comme mission, et ça passe en plus souvent par l'observation d'objets très lointains et donc très peu brillants dans le ciel. Pour faire ça, il faut qu'on soit capable de prendre des images du ciel de très bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on utilise des télescopes très puissants et que de nouveaux instruments sont en perpétuel développement pour améliorer encore et encore la qualité des images qu'on peut prendre. Mais bon, ça suffit pas d'avoir les meilleurs télescopes. Il faut en plus avoir un ciel très protégé des contaminations par les éclairages artificiels. Alors il existe des zones préservées au maximum. Et c'est là où on met les grands télescopes qui servent le plus à l'astronomie. Mais comment on fait alors avec les méga-constellations de satellites? Si on se retrouve avec des images comme celle-là, et qu'il faut essayer de lire l'univers entre les lignes. L'idée de ces méga-constellations peut paraître louable à première vue, puisqu'il s'agit de donner accès à Internet à toute la Terre, même dans les endroits les plus reculés, grâce à un réseau de satellites qui orbite partout autour de la planète. Pour le moment, la seule constellation qui a commencé à être déployée, c'est Starlink, un produit de la société SpaceX de Elon Musk. Alors en vrai, même avant Starlink et compagnie, ça existait déjà Internet par satellite, justement pour pouvoir être connecté partout, même en pleine mer ou au milieu du désert. Mais c'était pas du tout fait de la même manière. Il y avait seulement quelques satellites qui se trouvaient sur une orbite très haute, et donc chaque satellite pouvait communiquer avec une grande partie de la Terre. Au final, c'était pas trop gênant, puisque déjà les satellites étaient peu nombreux, et en plus très peu brillants parce que très lointains. Alors pourquoi est-ce que ça suffit pas? L'argument de vente qui est présenté, c'est que ces précédentes générations de satellites ne permettaient pas d'avoir une bonne latence. C'est-à-dire que le temps entre le moment où l'utilisateur fait une demande, donc par exemple accéder à un site internet, et le moment où la demande est effectuée, était relativement long. Et ça se comprend assez bien, puisque chaque opération va nécessiter des allers-retours entre l'appareil et le satellite étant assez loin, ça prend du temps, de l'ordre de 600 à 700 millisecondes. Et donc l'idée de ces nouvelles méga-constellations, c'est d'avoir des satellites beaucoup plus proches de la surface, ce qui va, de fait, diminuer le temps de réponse. Mais comme les satellites sont en orbite beaucoup plus basse, chacun d'entre eux voit une petite partie de la surface de la Terre. Et donc, il faut un très grand nombre de satellites pour couvrir tout le globe. Alors c'est quoi un grand nombre de satellites ? Les constellations qui sont en cours de déploiement, c'est-à-dire les premières générations de Starlink par SpaceX et de OneWeb, vont contenir à terme quelques centaines à quelques milliers de satellites. Alors c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais les secondes générations de ces deux projets ont déjà été annoncées. Pour Starlink, la prochaine devrait être composée de presque 30 000 satellites. Et la deuxième compagnie, OneWeb, pourrait aussi en lancer jusqu'à 48 000. En tout, en comptant aussi d'autres projets qui ont été annoncés, mais qui n'ont pour le moment pas encore commencé à être déployés, on pourrait avoir d'ici quelques années pas loin de 100 000 satellites en orbite basse autour de la Terre. On peut sans peine imaginer qu'un nombre aussi grand de satellites en orbite basse va participer à la pollution lumineuse globale. Mais comment ça marche exactement? Les satellites peuvent apparaître comme des points lumineux qui traversent le ciel. Mais contrairement aux avions qui ont des petites lumières sur les ailes, ce qu'on voit pour les satellites, c'est seulement la lumière du soleil qui se reflète dessus. Comment ça se passe exactement? Comment les satellites reflètent la lumière du soleil même pendant la nuit? Voilà la Terre, éclairée par les rayons lumineux du soleil qui arrivent d'un côté. La face de la Terre qui ne reçoit pas de rayons lumineux, c'est la partie pour laquelle il fait nuit à ce moment-là, et d'où on peut donc en théorie observer les étoiles.
On peut par exemple imaginer un télescope ou un observateur qui se trouverait là. On peut aussi voir l'ombre que projette la Terre dans l'espace. Du coup, si on a un satellite qui tourne autour de la Terre, au moment où il se trouve dans l'ombre, aucun rayon lumineux du Soleil ne peut l'atteindre. Et c'est bon, on ne le verra pas du télescope. Par contre, s'il se trouve en dehors de la zone d'ombre de la Terre, mais quand même au-dessus de l'endroit où se trouve le télescope, les rayons lumineux venant du Soleil vont pouvoir venir se réfléchir dessus, et donc on pourra le voir depuis le télescope. On ne verra pas le même nombre de satellites tout au long de la nuit, mais on en verra le plus dans les moments de la nuit proche du matin et du soir, c'est-à-dire quand ils ne seront pas encore, ou déjà plus, dans l'ombre de la Terre. Et pour les mêmes raisons, tout au long de la nuit, la concentration de satellites sera la plus forte dans les régions du ciel proches de l'horizon. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. On a donc ces satellites qui sont comme des points lumineux qui se baladent dans le ciel, parfois même assez lumineux pour être vus directement à l'œil nu. Et s'ils passent par un endroit du ciel qui est en train d'être photographié par un télescope, ça va donner des longues traces lumineuses, comme celle sur l'image que vous pouvez voir ici. Pourquoi alors ça donne des traits et pas juste des points? Eh bien vu qu'on prend des images d'objets souvent très peu lumineux, il faut accumuler le plus de lumière possible. Et donc les photos ne sont pas prises de manière instantanée, mais nécessitent un temps de pause plus ou moins long. On comprend donc bien que ça peut être embêtant cette histoire de satellite. Mais à quel point? Est-ce que ça va vraiment gêner les observations des astronomes ou est-ce qu'ils vont juste devoir refaire une image de temps en temps? Pour vraiment quantifier ça, des astronomes ont fait des simulations, c'est-à-dire des programmes informatiques dans lesquels ils mettent toutes les infos qui existent sur les constellations de satellites qui sont en projet, et les programmes vont ensuite prédire l'impact de ces satellites. Ce que je vais vous présenter maintenant vient du rapport Dark and Quiet Skies for Science and Society, qui a été développé par un ensemble d'astronomes à la demande du comité de l'ONU qui s'occupe de l'espace. Le rapport en lui-même est très complet, je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Les prédictions qu'ils font prennent en compte les deuxièmes générations de Starlink et de OneWeb, soit un total de 78 000 satellites comme on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut prédire avec ces programmes? Une manière d'estimer l'impact des satellites en termes de pollution lumineuse, c'est de prédire au cours d'une nuit combien de satellites seront visibles dans le ciel en même temps, en fonction de l'heure à laquelle on regarde. On a vu qu'à cause de l'ombre de la Terre, chaque satellite ne sera pas visible toute la nuit. Donc on va avoir un nombre variable de satellites visibles. Et ce nombre va aussi varier en fonction de la position où on se trouve sur la Terre. Et à une position donnée, ça varie aussi en fonction du moment de l'année. Et donc voilà certains des résultats qui ont été présentés dans ce rapport. Ce qu'on voit sur cette figure, c'est simplement la prédiction de l'évolution du nombre de satellites visibles dans le ciel au cours de la nuit, en supposant qu'on est à un endroit précis de la Terre et que c'est l'hiver. Toute la zone qui est coloriée en bleu, c'est la journée, donc ça nous intéresse pas trop. Mais toute la zone blanche au milieu, c'est la nuit. Et la courbe bleu clair va montrer comment le nombre de satellites visibles au cours de la nuit va varier. Ce qu'on voit, c'est que quand le soir commence à tomber, le soleil éclaire tous les satellites qui sont au-dessus de l'horizon. Et ils sont donc tous visibles. Ensuite, au fur et à mesure que la nuit devient plus profonde, et que certains satellites vont passer dans l'ombre de la Terre, on en voit de moins en moins. Et il y a même une partie de la nuit, entre 22h et 2h du matin à peu près, où aucun satellite n'est visible, et les observations astronomiques peuvent se dérouler normalement. Ensuite, le nombre va progressivement réaugmenter, jusqu'à ce que tous les satellites soient à nouveau visibles au petit matin. Même s'il reste une partie de la nuit où aucun satellite ne viendra perturber les observations, il reste une grosse fraction de la nuit où il pourra y avoir jusqu'à quelques milliers de satellites visibles en même temps dans le ciel. Et la situation est encore pire en été. Déjà la nuit est plus courte qu'en hiver, ce qui laisse moins de temps pour faire des observations. Mais en plus, à cause de l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil qui est différente, un plus grand nombre de satellites sera visible. Et même au plus profond de la nuit, il peut rester quelques milliers de satellites visibles. Cette simulation, c'est bien, pour donner un premier aperçu de ce qui peut se passer. Mais il faut garder quelques trucs en tête quand même. Déjà, comme on l'a évoqué, la majorité des satellites visibles seront concentrés relativement près de l'horizon. Et il n'y a que certains types d'observations astronomiques qui sont pratiqués aussi bas dans le ciel. Ensuite, les satellites seront plus ou moins brillants dans le ciel.
Si certains seront visibles même à l'œil nu, d'autres seront à peine détectables sur les images astronomiques. Donc faut quand même un petit peu relativiser. Tout le ciel ne va pas non plus ressembler à cette image-là. Ce qu'on voit là, ça correspond en fait à un moment assez particulier. C'est quand un groupe de satellites est en train d'être mis en orbite. Et donc c'est l'envoi en orbite des satellites Starlink qui a donné ce type d'image très impressionnante. Parce qu'on a un ensemble de satellites qui volent très proches les uns des autres, et en plus, ils sont encore relativement proches de la Terre, donc très lumineux. Au final, c'est pas tant gênant pour les astronomes, parce que ça va se passer seulement dans une petite région du ciel à la fois. Et donc c'est relativement facile à éviter dans les observations. Alors quels sont les types d'observations qui seront le plus impactés? Par exemple, le relevé LSST de l'observatoire Rubin, dont le projet est d'observer le ciel entier de manière répétée pendant 10 ans, pourra être particulièrement affecté par ces satellites. Il a été estimé qu'environ un tiers de ces images pourraient être contaminées. À l'heure actuelle, on ne sait en plus toujours pas à quel point les solutions de traitement informatique permettront de nettoyer ces images et si ça va vraiment gêner les différents projets scientifiques. Un autre exemple, c'est la recherche et l'observation d'objets mouvants, comme des astéroïdes qui passeraient proches de la Terre. Pour voir ces objets, il faut viser relativement proche de l'horizon, qui est donc la zone la plus contaminée par les futures mégaconstellations de satellites. Et ça, c'est problématique, non seulement pour la science, mais aussi pour détecter des potentiels dangers, c'est-à-dire de trouver des astéroïdes qui auraient comme projet de venir s'écraser sur la Terre. On voit bien qu'être contaminé par des satellites, c'est pas super pratique. Il y a enfin tout un secteur de l'astronomie qui pourrait être plus perturbé par ces satellites que tout ce dont on vient de parler. C'est la radioastronomie, qui, comme son nom l'indique, étudie le ciel en écoutant les ondes radio émises par l'univers. Alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet dans cet épisode, mais les ondes radio sont en gros des sondes très importantes pour comprendre certains aspects de l'univers, comme par exemple les nuages de gaz froid qui se trouvent dans l'espace interstellaire et qui donc permettent d'identifier la structure des galaxies. Et en gros, les communications que les satellites vont avoir avec leur relais au sol seront des grandes sources de perturbations pour les observatoires radio. Encore plus dur à contrôler que la pollution lumineuse pour les télescopes optiques. Des solutions sont quand même proposées pour réduire l'impact de ces satellites sur l'astronomie. Par exemple, on peut essayer d'assombrir les satellites pour qu'il y ait moins de réflexion de la lumière du soleil. Ou alors, on peut communiquer des informations précises sur leur position permanente aux astronomes pour pouvoir les éviter dans les observations. Mais même si tout ça est mis en place, la présence de quelques dizaines de milliers de satellites en orbite va nuire à l'astronomie. En particulier, comment prédire si ça va empêcher de nouvelles découvertes fortuites? Et comment ça peut affecter des observations qui ne peuvent pas être reprogrammées, comme par exemple l'observation de sources d'ondes gravitationnelles? Un autre problème, qui ne concerne pas directement l'astronomie, mais qui mérite d'être évoqué, est celui des débris spatiaux. Si vous avez vu le film Gravity, vous imaginez les dégâts que peuvent causer les débris en orbite autour de la Terre, quelle que soit leur taille. Le problème avec les satellites du type Starlink, c'est qu'ils ont une durée de vie de seulement 5 ans environ. Et donc il faut régulièrement en relancer de nouveaux si on veut que ça continue de marcher. Alors en théorie, il existe des lignes directrices qui servent à minimiser l'accumulation de débris spatiaux. Les satellites qui ne marchent plus ne sont pas simplement laissés là en orbite. Mais typiquement, lorsqu'un satellite est en fin de vie, il va être repositionné sur une orbite plus basse, afin qu'il retombe relativement rapidement vers la Terre. Pendant sa chute dans l'atmosphère, l'ancien satellite brûle intégralement et finit donc sa vie en étoile filante. Ça, c'est la théorie. Mais il arrive qu'il y ait un problème, et que ce processus ne réussisse pas pour une raison ou pour une autre. Imaginons, s'il y a un bug pour même seulement 1% des cas, vu le nombre énorme de satellites et leur courte durée de vie, ça peut très vite donner un très grand nombre de débris. Et certaines estimations indiquent que le taux d'échec pourrait même être plutôt dans les 10%. On peut vite s'imaginer les catastrophes que ça pourrait créer pour toutes les autres missions spatiales qui seraient planifiées. Voilà, c'est bientôt la fin de cet épisode un peu particulier. On n'a pas directement parlé de science, mais parfois, il faut aussi parler de ce qui nous permet d'en faire. Vu qu'on en est au début du lancement de ces méga constellations,
je pense que c'est le bon moment pour se questionner un peu sur le réel rapport bénéfice-perte de ces satellites. Bien sûr, je pense que c'est super important que chacun ait moyen d'avoir accès à Internet. La question, c'est plutôt de savoir si des méga-constellations de satellites sont le meilleur moyen de fournir cet Internet. Un point à prendre en considération, c'est de voir si ce qui est proposé est vraiment accessible à tout le monde. Pour le moment, aux États-Unis, un abonnement à Internet par Starlink coûte 100 $ par mois. Et rien que l'installation coûte dans les 400 $. Donc le public visé n'est pas forcément la majorité de l'humanité. On peut aussi se demander si, écologiquement parlant, envoyer régulièrement des milliers de satellites dans l'espace, ça semble vraiment être la meilleure solution sur le long terme. Pour le moment, les satellites sont lancés par groupes de 60, à grands coups de kérosène brûlé. À l'heure de l'urgence climatique et de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça peut sembler absurde de prévoir des dizaines, voire des centaines de lancements de la sorte. Il faut donc peut-être se demander comment assurer à tous le droit et la possibilité à un accès au monde par Internet, tout en conservant le droit pour tous d'accéder à un ciel qui ne soit pas complètement pollué par des dizaines de milliers de satellites. Je vous laisse méditer là-dessus, et on se dit à bientôt pour le prochain Space Apéro. Je vous l'avais promis, on s'attaquera au Big Bang. On a aussi eu la chance d'être sélectionné pour la compétition Étoile de Science au Festival Paris Science. On est trop contents, merci à tous de nous suivre, et je vous donne rendez-vous le 30 octobre au Musée d'Histoire Naturelle. Ce sera peut-être l'occasion de faire un vrai apéro. Ah oui, vous pouvez maintenant nous suivre sur tous vos réseaux préférés. Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous abonner.